Alors que vous dites Monsieur Jean-Jacques, donc de vérité. j'ai pas continué. Et FUDB, ça veut dire de vérité. Allons-y. Qu'est-ce qui me va? Je suis très dérangé parce que le sujet n'est pas de juger. Je suis bien dans votre contexte politique. Comment vous m'interrompez toujours? Je ne suis pas d'accord pour des Qu'est-ce qui ne va pas? L'analyse n'amène pas ce que je dis. Lui dit de vérité. Dit que c'est ça. C'est la première fois que tu vois gêner comme ça. Je suis très gêné parce qu'un monsieur a parlé et vous dites que lui dit des vérités. Alors on va dans le contradictoire. Et on veut éviter le contradictoire justement parce qu'on risque de mettre Ifoudou en procès. Voilà. Donc vous vous souciez maintenant des Foudou plus que de l'État camerounais? On risque de le mettre en procès. Je parle du contexte politique. Oh là là. Je peux continuer? Allez-y. Voilà. Combat, non, je sors. Je sais que ça vous dérange. Il a sorti plusieurs fois. Je sais que ça vous dérange. Nous avons un combat dans l'affaire Martinez. Il y a des gens qui sont arrivés qu'on a proposé à Paul Biya, qui étaient des bandits, des pilleurs devant Dieu et devant l'Éternel. Mais qu'on a blanchi parce qu'ils ont des renseignements, dit non, c'est un monsieur qui est très bien, c'est ceci. C'est après qu'on s'est rendu compte qu'on l'avait trompé. Il vous cite le particulier du secrétaire de la défense qui nous montre comme un ripou. Manifeste. Faites attention, c'est très grave ce que ce monsieur a dit. C'est très grave. Mon travail à moi, c'est de retourner le peuple camerounais, de le réveiller, de le choquer, créer cette électrochoc comme sur les mois nous le faisons ce dimanche. De dire au peuple, c'est toi le problème. Avec Soulé. C'est toi le problème. Donc vraiment, que le président nous excuse. Avec ses signatures à Genève et partout là, quand on va lui proposer encore une prorogation qui disait non, le peuple veut tenir le pays par le bas son propre développement. Il veut ses propres mères. Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Kamer Today. Nous approchons bientôt du stade de 1000 abonnés. Et je voudrais prendre 2 secondes pour vous dire merci. Merci à tous ceux qui nous suivent au quotidien, qui commentent nos vidéos, qui likent et qui s'abonnent. Merci de faire partie de notre aventure. Ce geste, ce simple geste, nous permet de travailler au quotidien. On se lève à 2h du matin, 1h, 3h, à la recherche d'informations vraies, de l'information juste, pour vous permettre d'avoir des clés, des grilles de lecture, d'analyse de la situation politico-économique de notre pays, le Cameroun. Merci. Et pour ceux qui n'ont pas encore rejoint l'aventure, pour ceux qui hésitent, nous vous disons faites comme les autres et vous ne serez pas déçus. Abonnez-vous, commentez, likez. C'est une grande aventure dans laquelle on vous amène. Et ici, on vous offre la connaissance et la vraie. La vidéo que vous allez suivre va exactement dans ce sens. Valère Bessala, qui nous dit ce pourquoi il est entré en politique. Il veut créer un électrochoc. Il veut réveiller les Camerounais, leur dire que non, la faute n'est pas à ceux qui nous dirigent, la faute est à nous, parce que nous sommes trop mous, nous sommes endormis, on laisse passer tout et on accepte tout. Vous allez voir une gêne entre Valère Bessala et Jean-Jacques C, le modérateur. Il nous parle également de notre ami, à la faveur de la sortie des Foudou. Il dit non, ce que le jeune homme a dit, c'est pas faux. Il a dit des vérités. C'est des choses que tout le monde sait, mais que personne n'en parle. Dans l'armée, il y a une bande de pourris, il y a une bande de ripoux. Et il finit par le président de la République. C'est-à-dire que le président Biya lui-même est l'auteur de tout ce qui arrive. Mesdames et messieurs, Valère Bessala. Et monsieur Ifoudou, je crois, si je peux me tromper, il est en France. La particularité de ce genre de personnel, c'est toujours quand vous êtes un personnel militaire ou policier avant, quand vous arrivez dans un pays étranger, on ne peut pas vous donner même le droit d'asile et tout ce qu'on va imaginer sans vous exploiter avant. Ça veut dire que c'est un monsieur qui a été exploité par les services français. Mais le plus important, c'est que pour qu'on vous accepte dans un pays comme celui-là, il faudrait toujours que malgré que vous ayez été exfiltré, qu'il y ait toujours quelqu'un dans le système, ici au Cameroun, au régime, dans ce régime, qui soit votre caution. Sinon, un pays très facilement ne peut pas accepter qu'un ancien militaire arrive sur son territoire et sur la base de tout ce qu'il traîne, il reste. Comprenez? Si on entre donc dans le contexte, moi je pense, et je l'ai vu, comme vous m'avez empêché d'entrer dans le fond de l'affaire, du moins sur certains éléments de fond, vous dire que M. Ifoudou dit des vérités. Mais sauf qu'il a choisi un moment pour dire des vérités. Aussi simple que ça. Comment vous jugez et c'est ce moment. Comment vous jugez que c'est des vérités? M'empêcher de crier tout à l'heure. Je fais des vérités, Valère. Dire que c'est des vérités. Il dit des choses entre lui que je dis des choses. Je ne dis pas qu'il dit des vérités. Il dit des vérités. Je crois que des est partitif. Il dit des choses. Des est partitif. Des est partitif. Je n'ai pas dit que tout ce qu'il dit est vrai. Je parle français, monsieur Jean-Jacques. Non, on ne dira pas qu'il dit des vérités. Il dit des vérités. Il dit sa part de vérité. Bon, on dit donc la même chose. Non, on dit pas des vérités. En vous français, vous affirmez. Remettez-lui ses vérités à lui. Non, mais je m'approprie certaines de ses vérités parce qu'elles rencontrent mes vérités à moi. Alors que vous dites donc de vérité. J'ai pas continué. Et FUDB, ça veut dire de vérité. Très dérangé. Allons-y. Qu'est-ce qui me va? Je suis très dérangé parce que le sujet n'est pas de juger. Je suis bien dans votre contexte politique. Comment vous m'interrompez toujours? Je ne suis pas d'accord pour des vérités. Qu'est-ce qui ne va pas? L'analyse n'amène pas ce que vous dites. Lui, il dit des vérités. Dit que c'est ça. C'est la première fois que tu vois gêner comme ça. Je suis très gêné parce qu'un monsieur a parlé et vous dites que lui dit des vérités. Alors on va dans le contradictoire. Et on veut éviter le contradictoire justement parce qu'on risque de mettre Ifoudou en procès. Voilà. Donc vous vous souciez maintenant des Foudou plus que de l'État camerounais? On risque de le mettre en procès? Je parle du contexte politique. Oh là là. Je peux continuer? Allez-y. Voilà. Alors, il dit des vérités à un moment particulier. Le gars des clans. C'est pour ça qu'il y a problème. Et dans son propos, il semble bien distribuer des points. Il semble bien distribuer des points. C'est pour ça que j'entre par là où je suis sorti. J'ai dit, il est d'Atok et Dimako est aussi dans un bon banc. Département de Rognon comme Atok. Vous comprenez? Donc, en distribuant des points, on ressent particulièrement qu'il en donne davantage, du moins des bons points, au camp de Dimako. Donc du Rognon. Vous comprenez? Mais ça n'en enlève en rien
le fond de certaines vérités qu'il donne. Vous comprenez? Parce qu'en fait, en tant qu'officier, il a été utilisé par des politiques. Et on le ressent particulièrement. Utilisé par des politiques pour faire certaines choses. Mais il a été sacrifié sur un dossier particulier, c'est-à-dire celui donc, du capitaine, du moins, de M. Mohamedou. Dossier sur lequel il est tombé, j'ai donné les types d'armes. Vous comprenez? Il a été sacrifié. Et on lui a collé un motif. Enfin, ça, c'est ce que lui dit maintenant. On lui a collé un motif comme quoi une affaire de Feyman, pas de diamant, machin, et puis il s'est retrouvé dans la difficulté. Vous voyez? Moi, je n'en sais rien. L'autre là, je ne connais pas. Je parle de ce que je connais. Vous voyez? Voilà la psychologie de l'homme que nous avons et que vous avez posé sur le plateau. Alors la question est simple. Est-ce que le fond est que notre armée est malade? Est-ce que la question de fond n'est-elle pas que notre armée a des soucis? C'est-à-dire que le président Paul Biya a embourgeoisé l'armée. Embourgeoisé l'armée. Au point où les gens n'ont plus vraiment le sens de l'intérêt à la patrie, la défense de la patrie. Vous voyez, voilà un jeune. Si on dit qu'il est né en 1990, hein, et qu'en 2019, il est affecté au service de renseignement de l'état-major particulier du président. Oui. Donc il avait tout son avenir devant lui. Comment en 4 ans, 5 ans, il se retrouve dans une sale affaire comme celle-là et se retrouve à l'extérieur? Vous voyez, il y a donc un problème d'utilisation dans nos services. Quand je dis dans nos services, au sommet de l'État. Parce que les camps utilisent justement cela. Mais je sors en disant que il faut nous poser un autre problème. C'est l'infiltration des politiques dans les forces de défense. Vous allez vous rendre compte que chaque politique haut placé a toujours son agent de renseignement. Un ministre, regardez les ministres. Un ministre a son agent, chaque ministre a son agent à la DGRE, à la CEMIL, au renseignement généraux, ceci. Quand il y a quelqu'un, l'agent de renseignement écrit boss, ministre, il y a ceci, il y a cela, il y a cela. Il passe. Regardez, vous allez voir là, il y a beaucoup d'immeubles qui sont conçus, il y a des Douala dans les villages ici. Pas les agents de renseignement. Parce qu'ils sont des informateurs de ministres. C'est pour ça que vous allez voir que certains ministres anticipent parfois sur le renseignement. On a même parlé des, il parlait des enquêtes de moralité. Il y a des gens qui sont arrivés qu'on a proposé à Paul Biya, qui étaient des bandits, des pilleurs devant Dieu et devant l'Éternel. Mais qu'on a blanchi parce qu'une autre de renseignement a dit non, c'est un monsieur qui est très bien, c'est ceci. C'est après qu'on s'est rendu compte qu'on l'avait trompé. Et d'ailleurs, le président m'avait compris ça depuis. Quand ceux qui côtoient, ceux qui connaissent un peu cette affaire-là là-bas, le président ne fait plus foi au service de renseignement depuis l'affaire Martinez au même. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que le président ne fait plus. C'est-à-dire confier certains dossiers à certains services de renseignement. Si c'est qu'il ne va rien en tirer. Nous avons eu un combat. Non, je sors. Je sais que ça vous dérange. Je sais que ça vous dérange. Nous avons un combat dans l'affaire Martinez. Oui, justement, quand on prend M. Eko, on le met en prison. Vous avez vu la bataille qu'il y avait sur qui va trouver le nouveau DGRE. Et on sait d'où il est venu. Enfin, on dit qu'il était d'abord le conseiller de tel, il est arrivé. Nous avons ce véritable problème avec les jeunes qui sont utilisés dans l'armée. Nous avons vu par exemple le ministre de la Défense a commencé une série d'épurations à un certain moment. Et puis, mais il ne va pas aller jusqu'au bout parce qu'il a quand même trouvé tout un système. Et il ne peut pas aller toujours plus loin. Même le système de fonctionnement, il dit que les gendarmes. Quand ce monsieur vous dit je suis gendarme, c'est une façon de vous dire que je ne suis pas militaire. Donc nous avons un traitement particulier au secrétaire d'État à la Défense. Il vous cite le particulier du secrétaire d'État à la Défense qui nous montre comme un ripou. Manifeste. Faites attention, c'est très grave ce que ce monsieur a dit. C'est très grave. Et si vous écoutez, nous qui mettons les oreilles partout, on va vous dire effectivement que c'est cela. D'accord. Ça dit qu'il y a Valeur. Que parfois, vous comprenez pourquoi vous voulez pas entrer dans le fond de ses propos. Voilà. Vous voyez. On va pas dans le fond du que tout le monde a lu, tout le monde a écouté. Moi, je suis sorti définitivement. Merci. Pour dire que ne prenons pas ces paroles à la légère. On ne les prend pas à la légère. Parce qu'effectivement, M. Effoudou est en train de montrer le mal même qui gangrène non seulement la scène politique, mais qui a déjà pénétré ce que nous avons de plus précieux, c'est-à-dire l'armée de ce pays. Et je redonne la parole au docteur Badjek sur cette question. Lorsqu'on écoute le développement de Valeur tout à l'heure, est-ce que l'armée est aussi mal que cela? Est-ce qu'on peut prendre justement les propos du capitaine Effoudou pour interroger l'élément? Quand vous me posez la question sur l'arbitrage, qui peut stopper cette saignée? Non, la saignée, pourquoi vous pensez que la saignée peut être stoppée? La seule personne qui a organisé ça, c'est toujours Paul Biya lui-même. Parce qu'il faut le dire, le bonhomme, il vous dit qu'il a levé ce dossier, depuis qu'il avait levé ce dossier, c'est-à-dire de cet élément qu'il a pris avec les armes et tout, c'est là où tous ces problèmes ont commencé. Sa carrière était tranquille. On lui a collé une affaire d'abord sur pas de diamant, quoi là, c'est le Feyman là. Ensuite, on lui a encore collé une affaire sur le compte Amira Fouda, qui était une affaire qui jusqu'à aujourd'hui, personne ne comprend cette affaire. Non, moi je reviens plutôt sur le fondement de ce qui se passe. Ce monsieur est victime justement de tous les complots que les camps se font au niveau du sommet de l'État. Aussi simple que ça. Analysez l'affaire. Ils ont enchevêtré une série d'attaques contre chaque collaborateur proche du président de la République. Quand vous regardez le timing, depuis 2019, lui-même il a commencé d'abord à être attaqué, c'est-à-dire le secrétaire général de la présidence de la République sur les affaires de stade. Vous vous souvenez? Les affaires de stade, on dirait que c'est lui qui avait créé les task force, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout l'argent est parti. Ensuite, dans l'affaire Covid, on lui a posé ça sur la tête, il a encore créé les task force. On sait ce que c'est. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme on dit souvent, il a remonté la part d'affaires. C'est-à-dire que avec l'affaire Martinez, on a vu comment il a frappé le ministre de la Justice, il a impliqué le ministre de la Justice, il a impliqué le ministre des Finances dans l'affaire, les complicités avec, ainsi de suite, le grand homme d'affaires qui avait sa chaîne de télévision, qui avait de l'autre côté. L'affaire Martinez. On a vu ensuite comment le comte amiral était impliqué dans des histoires à dormir debout. C'est-à-dire quand vous regardez le gars qui parle de cette affaire, le comte amiral, il est maintenant vice-amiral. Vice-amiral. Et c'est là le petit, vous précisez qu'en fait, il avait été impliqué dans l'affaire, mais c'était faux. C'est ce que le petit dit dans cette affaire-là. Et ensuite, on est arrivé maintenant à cette affaire d'or aussi, qui maintenant embarque le directeur adjoint du cabinet civil. Vous voyez? Et maintenant, on comprend que, et c'est ça que j'ai dit, le contexte. Il intervient
Et on pense et on voit qu'ils distribuent davantage de bons points dans un camp plutôt que dans un autre. Moi, je dis, et je le répète, l'armée, on ne parle pas de l'armée dans son travail républicain. Oui. Vous comprenez? On parle de l'armée, les éléments de l'armée, dans leur connexité sociale, dans leur connexion avec la société, parce que c'est ça le véritable problème. Si le monsieur vous dit, j'ai mené une enquête, j'ai fait mon travail en tant que chargé de renseignements, dans l'état-major particulier du président, et voilà dans les choses dans lesquelles on m'a mis. Une affaire dans les diamants avec les femmes, une affaire de ceci et de cela, la connexité. La deuxième chose, c'est qu'il faut retenir, c'est que nous disons de l'armée, c'est justement ce mal-être-là. Que nous voyons le ministre de la Défense bas, mais le système dans l'armée est tellement complexe qu'il lui est difficile à ce ministre de pouvoir faire ce qu'il peut faire. Est-ce que vous savez? Moi, j'ai dit ici. Parce que le colonel lui disait, il ne faut pas entrer dans ces choses-là, 2 ou 3 choses. Non, ce n'est pas 2 ou 3 choses, mon colonel. Et vous le savez, je sais que vous n'êtes pas encore très loin de votre métier, de cette affaire-là, où il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais nous sommes des politiques. L'affaire des émoluments est toujours pendante dans ce pays, dans l'armée, qui a fait fuir des gens à l'extérieur et qui sont revenus contre des gages. Et qui sont en poste, hein, en 2009. Des émoluments, des milliards perdus, Cameroun. Il y a l'affaire de ce qu'on appelle le MoMA dans l'armée. C'est pour ça que non, moi je voudrais juste le message. Nous avons ces problèmes-là. Au fond de l'armée, il y a des soldats qui sont complètement exilés aujourd'hui à l'extérieur à cause de l'affaire du MoMA. C'est-à-dire que des hauts gradés de l'armée qui touchaient l'argent avec des noms fictifs dans les banques et envoyaient des petits soldats à qui on a voulu trancher la gorge, ils ont traversé les frontières. Je dis cela, monsieur Jean-Zaki, pourquoi? Parce que c'est des phénomènes que nous pensons être isolés dans l'armée en disant non, c'est très petit, ne parlons pas de ça. Mais qui peuvent revenir dans la société. Parce que ces gars qui se retrouvent, vous avez, voilà un capitaine à l'extérieur, il y a 2 commissaires, j'en ai donné les noms, il y a Nouma qui est là-bas à l'extérieur, ainsi de suite. Mais attendez, vous pensez que les guerres sont souvent parties d'où? Quand un pays décide de nuire à un autre, il utilise justement ce genre d'éléments-là. C'est-à-dire frustré que vous avez radié ou que vous avez chassé d'un moyen, par un moyen ou par un autre pour revenir en force et créer du désordre. Donc, il ne faut pas penser que c'est des actes isolés ou des situations isolées. Sur l'aspect de fou. Mon travail à moi, c'est de retourner le peuple camerounais, de le réveiller, de le choquer, créer cet électrochoc comme sur le monde, nous le faisons ce dimanche. De dire au peuple, c'est toi le problème. C'est toi le problème. Nous avons déjà fait un bon résultat à la présidentielle du 12 octobre où Chirema a profité de tout notre travail de 7 ans qu'on avait abattu au travail des veilles. Donc cette 36%-là doit devenir plus de 50% pour les activités municipales de février prochain. C'est pour cela que nous sommes toujours là dans les médias pour dire parce que est-ce que je vais être dans 360 arrondissements un dimanche? Je ne vais pas être dans 58 départements, dit les gens. Donc quand on me donne cette tribune-là, pour moi c'est du pain béni. Quand je peux parler là, je sais qu'en semaine, j'ai atteint au moins la moitié des Camerounais dans leur téléphone, dans la télévision. Donc moi c'est plus qu'une campagne. Et avec les petits moyens qui sont maudiques pour nous, on arrive à s'en sortir avec. C'est pour ça que je profite pour remercier votre PDG, M. Delaunay, justement, qui quand il nous invite, il ne sait pas le bien qu'il nous fait. Il fait non seulement à la jeunesse, mais aussi au peuple camerounais de nous avoir. Alors, quand vous parlez donc de travailler, non. Les prorogations, je crois que votre téléspectateur a vu clair. On n'est pas sûr qu'il y aura élection en février. Et c'est pour ça que nous nous mettons la pression. Et vous vous souvenez sur notre plateau, j'avais dit que ceux qui nous dirigent ne tentent pas, j'insiste sur ne tentent pas, de repousser l'élection. C'est-à-dire législative, municipale, qui ne tente pas. Parce que le président a fait ce qu'il avait à faire avec ses amis, garantit qu'il va mourir au pouvoir encore pendant les 7 ans, si jamais il ne finit pas. Ça, on a avalé la couleuvre. Vous comprenez? Mais le peuple, comme le développement du peuple du Cameroun, tient au Parlement comme au municipal, dans les municipalités, les communes. Donc vraiment, que le président nous excuse. Avec ses signatures à Genève et partout là, quand on va lui proposer encore une prorogation qui disait non, le peuple veut tenir le pays par le bas son propre développement. Il veut ses propres maires qu'il a choisis. Le camp d'en face ne m'intéresse pas. L'opposition a 2 ou 3 problèmes. Premier problème, c'est celui de nos parents. Nos parents, voilà Soulé, voilà le recteur qui est là, nos parents. Ils ont transmis à nous, leurs enfants, et à d'autres leurs petits-enfants, cette mauvaise mentalité du pouvoir qui dit la politique aux politiciens et l'école aux écoliers. Comme quand la politique était dangereuse, elle tue. Et pourtant, voilà Bilo qui est dans l'affaire là depuis, il n'est jamais mort. Mais ils ont transmis ça aux enfants. Ça fait que les enfants ont peur d'entrer en politique. Là, qui est qui supporte le Un enfant qui fait la politique. Un enfant qui est dans une administration, il a son petit poste de chef de service. Comme il est jeune, on lui dit si tu entres en politique, entre dans le RDPC, n'entre pas dans le parti d'opposition. Comme si les postes administratifs étaient les postes qui appartiennent au pouvoir. Donc beaucoup ne veulent pas faire la politique parce qu'ils protègent leurs petits gagne-pain. Il y a cette première peur. Donc nos parents nous ont tués pour cela. Nous avons la diaspora. Et là, je parle devant l'écran. La diaspora a un problème. Cette diaspora qui a choisi des candidats comme du pain béni. C'est-à-dire, on dit, si ce n'est pas tel candidat, vraiment, on ne peut pas considérer que c'est le changement. Voilà, non, on va arriver où avec ça? C'est dommage. L'élection présidentielle est passée. Nous disons à la diaspora, moi, si vous n'aimez pas ma tronche, trouvez un leader, notre leader de parti politique. Là, vous êtes là-bas, vous avez plus de moyens que nos frères qui sont au pays, les jeunes qui se battent. Si vous êtes d'Atok, on parlait d'Atok tout à l'heure. Si vous êtes Dimako, vous êtes Dimako. Alors, à partir de là, faites des petits groupuscules de nos gars de la diaspora camerounais, d'Atok, de Dimako, d'Abomban, et ainsi de suite. Vous créez des comités chez vous. Nous viendrons les installer. Et puis, ils ont des listes et vous appuyez par vos moyens. Aussi simple que ça. Moi, particulièrement, je ne demande pas un sou à quelqu'un. J'ai dit, mon stylo est suspendu. Partout, là, une liste, vous dites, nous voulons la bannière de Jouvent. Je signe. L'essentiel est que nous allions à l'Assemblée nationale et que nous ayons cette majorité de 90+1. Parce que je le dis toujours aux jeunes. Nous avons raté la présidentielle parce que nos aînés des années 90 ont pensé qu'ils pouvaient répéter le même schéma de 90 en 2025. Bon, c'était ça tout le problème. Hein? C'est passé à côté. Il nous reste une seule chance. Pour chasser ce régime-là,
c'est à l'Assemblée. Je le dis toujours, si nous avons 90 députés plus 1, le président de l'Assemblée nationale sera de l'opposition. Nous pouvons mobiliser l'article 47 de la Constitution. Le tiers des députés ou le président de l'Assemblée nationale peut saisir le Conseil constitutionnel en vertu de l'article 38 de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel pour constater la vacance. Voilà le président qui est depuis 49 jours. Si nous, l'opposition, étions à l'Assemblée nationale, il y a longtemps qu'on aurait saisi le président du Conseil constitutionnel, quel que soit son âge et son amitié avec le président, que nous aurions déjà créé cet effet, que le peuple nous suivrait pour dire au président, restez là où tu es, nous voulons un nouveau président. C'est compris. Voilà ce que je suis en train de dire à l'opposition. Il est important, je sors par là, il est important que la diaspora comprenne que laisser ces affaires du président qui est là-bas, l'autre président, que si ce n'est pas lui, non, on n'est plus là-bas. On est sûr, dans chaque arrondissement, quel est le maire que nous choisissons, l'équipe des maires que nous choisissons. À l'Assemblée nationale, dans chaque département, diaspora, quels sont les jeunes qui vont accompagner, porter notre département à l'Assemblée nationale. Et pour qu'on aille changer les choses.